Je vous propose de parler de Data Driven Marketing. Alors j'ai commencé par me présenter, donc Ludovic. Je vais vous parler de marketing, mais je ne viens pas du monde du marketing, je viens du monde de la technologie. En revanche, je conçois des solutions ad-tech, donc tout ce qui est diffusion de publicité sur Internet, tout ce qui est publicité digitale depuis les années 98. Donc ça fait 18 ans maintenant avec mon équipe qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc je ne viens pas du marketing, mais j'ai croisé énormément de concepts marketing digital. En 18 ans, les canaux, les concepts, donc le métier du marketing digital a été très novateur, a créé beaucoup de concepts, ce qui s'est accéléré dans les dernières années. On voit de plus en plus de concepts apparaître. Alors ça va de l'hyperciblage au big data, la personnalisation, le retargeting, le data management platform, et plus récemment le data driven marketing. Alors si on prend un peu de hauteur sur ces différents concepts, on peut essayer de les organiser sous forme de silos. Alors une des plus communes des représentations, c'est de les organiser par canaux. Est-ce qu'on parle de offline, de display, de mobile, de référencement, de marketing direct? Donc c'est une des façons de les représenter, c'est une des façons les plus couramment utilisées, un peu traditionnelles. Par contre, on voit que sur le côté, on a des concepts qu'on a un peu du mal à classer dans ces différents sujets. Si on prend encore un peu plus de hauteur et qu'on revient un peu aux origines du marketing, l'objectif du marketing, c'est de vendre. Alors pour vendre, on va essayer déjà d'attirer un consommateur, donc de faire connaître sa marque, d'essayer d'appâter, entre guillemets, le consommateur. Ensuite, on va le motiver. Alors que le motiver, on va le convaincre. On va essayer de lui expliquer pourquoi notre produit est le bon et essayer de trouver les bons leviers pour l'amener à acheter. Et une fois qu'il l'a acheté, un des objectifs, c'est de le fidéliser. Alors, je suis désolé, il y a des petits problèmes de présentation. C'est de le fidéliser. Donc, à chaque fois, à chaque étape, on va dépenser une énergie différente qui va diluer plus ou moins sur une population plus ou moins importante. Quand on va attirer, on va faire plutôt de la masse. Quand on va motiver, on va déjà avoir une population plus réduite. Donc, on va dépenser plus d'énergie par individu. Et quand on va fidéliser, là, on va travailler uniquement sur nos clients historiques. Donc, on va essayer, en tout cas, d'optimiser l'énergie à chaque fois qu'on va dépenser sur chaque individu. Alors, le marketing, c'est quelque chose qui a été théorisé dans les années 60 avec une publication, le concept du marketing mixte, qui a été vulgarisé par la suite avec la théorie le modèle des 4 P. Récemment, dans les années 80, avec une tentative d'évolution sur le concept des 7 P, qui aujourd'hui est assez contesté, et c'est controversé, et plutôt adapté au monde du service. Alors, quand on parle des 4 premiers P, déjà, on va parler du produit. Alors, le produit au sens large, on met dans le produit, effectivement, le produit qu'on va acheter, mais on va aussi mettre le packaging, la notice d'utilisation, tous les services qu'on va mettre autour du produit qu'on va vendre. La place, à quel endroit on va pouvoir acheter ce produit. Est-ce que c'est plutôt une stratégie de distribution, type grande distribution, magasin, indépendant, offline, online, la place, le prix. Donc la stratégie des prix, la gamme de prix, comment on va se situer par rapport à nos concurrents, quel est le prix gagnant, quelle est la notion de rentabilité aussi, c'est quelque chose qu'on fait rentrer dans le calcul du prix. Et la promotion, comment on va faire connaître notre produit, quels sont les canaux qu'on va vouloir activer, quels sont les canaux efficaces ou non pour la vente de ce produit en particulier. Tout ça dans l'objectif d'atteindre une cible. Et donc voilà les 3 derniers P, donc la personne, le process et la preuve, donc qui sont aujourd'hui surtout utilisés dans le monde du service et pas forcément du produit, en tout cas pas du produit physique. Alors avec l'avènement du digital, le mix marketing est attaqué sur plusieurs axes. Le premier, c'est le prix. Donc, avant le marketing digital, avant le digital, les prix étaient difficilement comparables. Pour comparer un prix, il fallait déjà se rendre en magasin. Donc, pour connaître un prix, donc pour le comparer, ça veut dire se rendre au minimum dans 2 magasins. Donc ça pouvait être compliqué. Aujourd'hui, on a des solutions. On peut acheter des produits contrefaits. C'est de plus en plus facile aujourd'hui. On a beaucoup de reventes d'occasion avec des sites comme Le Bon Coin ou eBay.
Des comparateurs en ligne. Aujourd'hui, c'est devenu commun, classique, d'aller comparer les prix avant d'acheter. On a même des moteurs de recherche qui vont les comparer automatiquement dès qu'on commence à les rechercher. Les marketplaces, effectivement, et avec des solutions techniques comme l'adaptation du prix en temps réel. Alors, c'est ce qu'on va appeler le yield management. C'est la capacité pour un commerçant d'adapter son prix en fonction du moment, du contexte et de la personne en face de lui. Typiquement, alors c'est extrêmement utilisé, par exemple, chez les voyagistes, chez les transporteurs aériens, où vous pouvez faire 2 recherches sur le même site au même moment. Vous aurez, pour le même voyage, vous pouvez avoir des prix différents. Donc en fait, là, l'outil va s'adapter en fonction de qui vous êtes pour essayer de trouver le meilleur prix à vous proposer, pour essayer de vous faire acheter à ce moment-là. Donc on voit déjà qu'il y a une mise à mal de la notion de prix dans ce concept. L'endroit, la place, donc là où on va acheter le produit. Avant, on avait essentiellement le point de vente. Alors, il y avait quelques exceptions. Il y avait effectivement les ventes en ligne, les ventes sur catalogue, 3 Suisses, La Redoute, on peut remonter plus loin avec le Chasseur français. Mais c'était essentiellement de la vente en magasin. Aujourd'hui, on va pouvoir acheter sur un site web, sur une application mobile, sur une marketplace. Ça veut dire que ce n'est plus le commerçant qui va vendre le produit, mais c'est une marketplace qui elle-même va être disponible en web ou en mobile, sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on a des canaux de distribution qui sont bien plus nombreux et donc plus compliqués à maîtriser. Et le dernier P qui est mis à mal, c'est la promotion. Avant, vous avez essentiellement la différence entre le média et le hors-média. Donc média, tout ce qui est radio, télé, presse, et le hors-média, donc tout ce qui est par exemple l'affichage. Aujourd'hui, on va parler de canaux, des bannières publicitaires, du marketing direct, du social, des technologies comme le retargeting, le comportemental, l'hyperpersonnalisation des messages. Aujourd'hui, on référence plus d'une trentaine de techniques différentes à appliquer sur une campagne publicitaire. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'abandonner, ou en tout cas de réviser ces solutions, ce concept des 4P, pour laisser la place au parcours client. Donc, c'est-à-dire on ne va plus s'intéresser à des masses, mais on va s'intéresser à chaque client. Donc, c'est là où la data commence à être intéressante. Le parcours client, c'est quoi? C'est toute la vie du client. Du moment où il est prospect, ça veut dire totalement inconnu pour moi, c'est un consommateur parmi d'autres, jusqu'au moment où il est connu, où il devient client, et ensuite, toute sa vie, une fois qu'il est client, comment je le fidélise. On voit que derrière, il n'y a pas un parcours client, il y a autant de parcours clients différents qu'il y a de consommateurs. Et on va essayer d'adapter toute la stratégie de communication à chaque individu et selon les différents canaux, les différents points de contact ou occasions de voir connus sur cet individu. Alors, le data-driven marketing, c'est un marketing éclairé et objectivé par la donnée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éclairé et objectivé? C'est avant, on faisait des études. On faisait des études dont l'objectif était de définir quelle était la meilleure stratégie, la meilleure cible à atteindre. Typiquement, on a tous entendu parler de la ménagère de plus de 50 ans. Aujourd'hui, avec le data-driven marketing, on ne le fait plus. On va essayer de laisser faire le système ou définir des grandes thématiques, mais sans plus. Quelles sont les données qu'on va utiliser pour faire cela? On va déjà utiliser les données dites first party, les données qui m'appartiennent. Quelles sont les données qui m'appartiennent? Les données qui sont dans mon CRM, dans mon PRM, toutes les données comportementales qui sont faites sur mon site. Mais on va aussi pouvoir acheter de la donnée. Alors, de la donnée qui peut venir de partenaires commerciaux qui eux, produisent de la donnée et vont me les mettre à disposition, mais aussi toute la mouvance de l'open data dans lequel on peut aller sourcer énormément de données. Alors, ce n'est pas forcément des données nominatives ou liées, mais plutôt des données sociodémographiques ou comportementales. Donc, on abandonne les études pour les remplacer par la donnée. C'est un des principes fondateurs du data-driven marketing. Et où le marketing mix est remplacé par le parcours client. Pour parvenir à ça, donc, la première chose, c'est avoir de la donnée. C'est collecter de la donnée, la collecter en masse. Plus essayer de segmenter ou d'échantillonner la donnée, mais plutôt la collecter. Donc c'est une organisation autour de la collecte de la donnée. Toute donnée est intéressante.
Après, elle sera raffinée par le système, mais toute donnée qui peut être collectée peut être intéressante. La traiter rapidement. Effectivement, on ne fait plus des études sur plusieurs mois. Une donnée qui rentre dans le système doit pouvoir être exploitée rapidement. On parle parfois de dizaines de millisecondes. Ça veut dire qu'un comportement peut être analysé, traité par le système et réexploité 10 millisecondes plus tard. Donc, sur des choses extrêmement rapides. Et encore une fois, on n'échantillonne plus, on travaille sur l'ensemble des données disponibles. L'objectif du data-driven marketing, c'est de prédire. Alors prédire quoi? Prédire le comportement d'un internaute, prédire si c'est un internaute intéressant ou pas pour moi à aller chercher. Est-ce que je dois dépenser de l'énergie ou de l'argent pour essayer de capter son attention? C'est de personnaliser le message. Donc avec la prédiction, on va pouvoir aussi dire ce message a plus de chances d'être efficace ou pas auprès de cet internaute-là. Et adapter donc la communication tout au long du parcours du futur consommateur. L'idée, c'est pas de le faire une fois au moment de l'occasion de voir, au moment où je vais lui afficher un message publicitaire, mais c'est de le faire de façon cohérente sur tous les points de contact que je vais avoir avec cet internaute. Ça peut passer par l'envoi d'un email, l'affichage publicitaire sur le site, l'adaptation du contenu de mon site à chaque occasion. Donc en résumé, le data-driven marketing, ce n'est plus une approche par canaux ou par ciblage, mais une approche transversale, où les données permettent de cibler un internaute client au bon moment, au bon endroit et avec le bon message. Donc ça, c'est la baseline qu'on va retrouver sur le data-driven marketing. Alors, pour faire cela, on a besoin, la plupart du temps, d'une solution technologique qui va nous permettre de collecter et structurer les données. C'est ce qu'on va appeler les DMP, Data Management Platform. Donc, c'est une colonne vertébrale dans les ambitions Data Driven Marketing. On a deux grands types de DMP. Les DMP plutôt historiques, dites publicitaires, qui ont surtout vocation à faire des achats publicitaires dans le monde du RTB, donc d'achat de publicité display en temps réel. Donc là, l'idée, c'est plutôt de segmenter des individus, des internautes, pour acheter les publicités en fonction de leur comportement. Dans ces DMP-là, on ne va pas retrouver, par exemple, de données qui viennent du monde du CRM, ou extrêmement peu. Et plus récemment, les DMP dites marketing, donc, qui sont, elles, centrées sur l'individu, où là, on va effectivement retrouver l'ensemble des données des différents points de vente, des CRM, des PRM. Donc, on va pouvoir mettre dedans beaucoup plus de données nominatives. Donc ça c'est l'écosystème à peu près actualisé du monde des DMP. En haut, plutôt les DMP historiques, et en bas, effectivement, plutôt les DMP orientés marketing. Alors, quand on collecte où? On va collecter, encore une fois, sur tous les points de contact possibles. En magasin, sur le site web, dans les opérations de marketing direct, les réseaux sociaux, même en call center, si à un moment donné, un opérateur a quelqu'un au téléphone, l'information qu'il va collecter à ce moment-là peut être intéressante. Sur mobile, sur tablette, voilà. Tout point de contact est intéressant à collecter. Qu'est-ce qu'on va collecter? On va collecter des données sociodémographiques. On va pouvoir collecter des données géographiques. Où est la personne à ce moment-là? Des données transactionnelles. Est-ce qu'elle a acheté? Est-ce qu'elle a abandonné un panier? Quels sont les produits qu'elle a pu visiter? Donc ça, c'est les données comportementales. Des données d'appétence. C'est une personne qui est plutôt intéressée par la voiture, le sport ou les soirées. Donc voilà, tout type de données vont rentrer dans le système. Pourquoi on va collecter des données? Pour engager l'internaute à un moment donné, ou le consommateur, sur un canal. Donc ce qu'on va appeler l'activation, ça veut dire exploiter mes données sur l'envoi d'un email, l'affichage publicitaire, le call center, le mobile, les réseaux sociaux. Donc d'un côté, on collecte des données, de l'autre côté, on les utilise. Les données qu'on va collecter, elles sont dites cookie-centric. Alors, l'ADMP, c'est l'avènement du cookie. Tout tourne autour du cookie. Attention, il ne faut pas Alors, le cookie n'est pas forcément le cookie comme on l'entend techniquement. Il faut plutôt se référer à la définition de la CNIL qui nous dit que le cookie est une information qui permet d'identifier un individu. Alors, effectivement, on a le fameux cookie HTTP dont tout le monde parle, mais on a aussi d'autres technologies qu'on appelle le fingerprinting, le clustering, qui, aux yeux de la CNIL, sont des cookies. Alors, ça n'a pas le terme technique cookie, mais pour eux, ce sont des cookies. Les terminal ID, les adresses IP, ils peuvent les considérer comme des cookies. Ces cookies-là, on va les lier à d'autres informations, à d'autres données.
La première donnée naturelle auquel on va lier un cookie, c'est une visite. Ces visites-là ont été faites par le même individu, dont l'identifiant est 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas plus d'informations à ce moment-là qu'un numéro d'internaute. Dans la visite, je vais effectivement mettre les pages visitées, les produits vus, est-ce qu'il a abandonné ou pas un panier, est-ce qu'il a réalisé une transformation. Ces cookies-là, on va aussi les associer à des données nominatives, ici l'email. Et on va constituer des profils, qu'on va appeler souvent des pivots, qui vont permettre de lier les données entre elles. À un moment donné, je sais que cette adresse physique c'est le même profil que cet email-là, qui lui-même est le même profil que la visite réalisée sur mon site. Donc tout le travail de la DMP va être de trouver des chemins. Ah oui, on met aussi des données comportementales à travers un cookie, donc des habitudes d'achat ou des données d'appétence. Et des cookies tiers. Donc, le cookie tiers, c'est le point d'entrée dans d'autres systèmes. Une DMP est efficace si elle est connectée, si elle est hyper connectée, si je suis capable de parler avec d'autres outils ou d'autres DMP. Donc, souvent, on va mettre en place entre les DMP ce qu'on va appeler des cookie matching. Donc, c'est un échange de bons procédés. Vous me donnez vos cookies, je vous donne les miens, et du coup, on est capable d'échanger des données avec ce dictionnaire. Et l'objectif de la DMP, ça va être de trouver des chemins à travers cette DMP. Donc ici, on a trouvé un chemin qui part de la visite jusqu'à l'adresse postale. Donc une stratégie, si par exemple je suis un magasin d'ameublement avec un site web et des magasins physiques, il peut être intéressant d'envoyer des catalogues papier aux individus qui ont visité mon site, qui ont visité suffisamment, par exemple, de pages sur mon site et qui sont éloignés du magasin physique, j'ai peut-être envie de leur envoyer un catalogue papier en courrier adressé. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va pouvoir faire avec des DMP. Alors, la DMP, il faut la voir comme un nouvel outil et surtout pas comme un outil qui va venir remplacer des outils existants. Quand vous vous posez la question de la DMP, vous êtes déjà équipé de CRM, de site e-commerce, peut-être de programmatique ou d'applications mobiles ou de PRM. La DMP va venir s'ajouter dans cet écosystème et va permettre de créer des liens entre ces outils-là. Tous les outils préexistants vont pouvoir fournir et exploiter des données. Le CRM va pouvoir dire, par exemple, que voici la liste de mes clients. Le e-commerce, lui, va fournir la liste de mes visites. Et tout le travail de la DMP va être de mettre en lien, en relation ces données pour les exploiter sur les différents canaux. Le site e-commerce va pouvoir fournir des visites, mais va pouvoir peut-être récupérer de la part du CRM des comportements d'individus et adapter son contenu à ce que je vais pouvoir savoir sur mon consommateur à ce moment-là. Et on va trouver 3 grandes familles de données, donc les first, le second et les source party. Donc les first party, les données que j'ai produites. Les source party, c'est les données qui m'ont été fournies par des acteurs commerciaux. Les second party sont des intermédiaires entre les deux, qu'on produit soi-même. Un cas d'usage des DMP, alors c'est un cas, c'est pas le plus répandu, c'est un cas qui se veut un peu agressif, mais voilà, c'est pour aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire avec une DMP. Donc ça, c'est un exemple qu'on a présenté. Donc je suis un vendeur d'objets connectés, j'ai des magasins physiques répartis dans à peu près toutes les grandes villes de France. J'ai un site e-commerce où je présente mes produits, où je peux acheter, où je peux vendre mes produits, mes objets connectés. Donc, au début du scénario, j'ai un individu qui se présente sur mon site, qui consulte un certain nombre de pages et qui disparaît, qui quitte mon site. Je ne le revois pas. Si cet internaute se présente en magasin et que je suis capable de l'identifier, alors aujourd'hui on dispose d'un certain nombre de méthodes pour identifier un consommateur en magasin, les beacons, les Wi-Fi, les terminal ID, donc c'est des technos physiques qu'on met en magasin physique qui nous permettent de faire le lien avec la DMP. À ce moment-là, je vais pouvoir adresser un scénario particulier à ce consommateur. Là, une des campagnes possibles, c'est par exemple « Bonjour, sachez que pour les montres connectées, notre spécialiste en rayon, c'est Charlotte, et que sur la présentation de ce message, vous aurez 10% de réduction. » Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec une DMP. C'est-à-dire qu'on a fait le lien entre une visite anonyme sur le site web et la présence en magasin du consommateur. Pour en arriver là, on a mis quand même pas mal de solutions en place. On a besoin de sourcer énormément de données. Voilà, c'est des scénarios qui sont
un peu lourd à mettre en place. On a plein d'autres scénarios qu'on peut mettre en place. Alors, on ne met jamais qu'un seul scénario en place avec une DMP, avec ces solutions. En général, on part de scénarios préexistants, on les enrichit et les scénarios se croisent. Donc, un des scénarios traditionnels, c'est l'adaptation de mon site. Là, l'idée, c'est, j'ai un internaute qui se présente sur mon site web, et ben, je vais essayer de récupérer le maximum d'informations sur cet internaute pour adapter le contenu de mon site à cet individu. Si je sais que c'est un homme entre 35 et 40 ans, et ben, je ne vais peut-être pas lui mettre les mêmes produits qu'une femme de 25 ans. Donc, entre autres, si je fais du prêt-à-porter. Donc voilà, tout ça, c'est un scénario où on va aller sourcer les données, en propre ou à l'extérieur, pour adapter le comportement de mon site dès la home page. Donc, dès que l'individu arrive sur mon site, je vais pouvoir modifier son comportement, son contenu. Le multisite, ça va être la capacité de reconnaître un comportement, un individu, un internaute, à travers plusieurs sites. Un des cas traditionnels, c'est j'ai deux sites, un site d'e-commerce dans le monde des produits laitiers et un site de bio. Et bien, si mon internaute se présente sur mon site de bio, consulte quelques pages et quelques jours après arrive sur mon site de produits laitiers, et ben, j'ai peut-être envie de lui mettre en avant des produits bio sur mon site e-commerce. Encore une fois, ça, c'est un des scénarios assez traditionnels dans le monde de la DMP. Identifier des internautes connus mais non connectés. On le trouve beaucoup dans le monde du retail. On a historiquement créé des bases de données de cartes de fidélité. Donc, assez propagé avec beaucoup d'utilisateurs. Par contre, on a complètement oublié de demander leur email. À la limite, ça n'existait pas quand on a créé la base, ou on ne cherche pas à le collecter. Et bien, quand l'individu arrive sur le site, la DMP, grâce aux données tiers, va peut-être pouvoir faire le lien entre l'internaute présent à ce moment-là et un consommateur présent dans ma base CRM, donc dans mes bases de feed, regarder son comportement d'achat, et, encore une fois, adapter le contenu en fonction du comportement d'achat ici en magasin physique sur mon site web. L'achat programmatique via CRM et PRM. C'est connu aussi sous le nom de CRM onboarding. On en parle beaucoup en ce moment. Le CRM onboarding, c'est la capacité d'aller cibler ou d'exclure des individus connus de mon CRM. Typiquement, je vais pouvoir adapter ma communication, mon ciblage, en fonction des personnes, si elles sont connues ou pas dans mon CRM. Si c'est un client, j'ai peut-être envie de l'exclure ou de lui adresser un message publicitaire particulier. Un cas classique, c'est je suis un opérateur télécom, mes abonnés sont engagés un certain temps. 3 mois avant la fin de leur engagement, j'ai peut-être envie de leur adresser un message particulier. Alors, je vais pouvoir le faire dans les factures. Je peux essayer de le faire par email, mais rarement j'ai le Gmail. Par SMS, c'est parfois vu assez agressivement. Par contre, si je suis dans le monde du display, donc de l'affichage de bandeaux publicitaires, aujourd'hui, sans le CRM onboarding, je n'ai pas énormément de moyens de le faire. Là, je vais pouvoir créer un segment, des gens connus dans mon CRM et engagés, donc en fin d'engagement dans les 3 prochains mois, et je vais pouvoir cibler en particulier ces personnes-là, en disant, voilà, rachetez le dernier téléphone mobile et engagez-vous sur 3 mois, sur 3 ans. Display to marketing direct, c'est un scénario qui consiste à cibler, par exemple en email ou en SMS, des gens qui ont vu ou qui ont interagi avec une publicité un certain nombre de fois ou suffisamment longtemps. Typiquement, qu'on regardait plusieurs fois une demi-vidéo, donc une publicité vidéo, je peux essayer de les capter et de leur envoyer un email. Ou au contraire, je peux dire, non, ils ont déjà été soumis suffisamment à mes messages publicitaires. Là, je vais les exclure de mes bases, je vais les repousser dans mes opérations. Et le dernier use case, marketing direct to retargeting, c'est un des plus classiques, c'est envoyer un email aux personnes qui ont visité mon site web. Voilà, c'est en fonction de certaines thématiques. Est-ce qu'ils ont vu un certain nombre de pages ou est-ce qu'ils ont vu telle ou telle page ? Et ce qu'ils n'ont pas acheté. Donc ça, c'est les scénarios de retargeting. Alors, les algorithmes. Alors, les DMP, par essence, sont des terrains de jeu de prédilection pour les algorithmes. Depuis quelques années, on a les algorithmes dits de machine learning ou deep learning qui sont apparus. Alors, c'est des algorithmes qui sont particuliers par rapport aux algorithmes historiques qu'on avait l'habitude de voir, puisque c'est des algorithmes qui apprennent par eux-mêmes.
c'est une notion extrêmement importante. Alors, comment ils font pour apprendre? Ils vont apprendre comme tout individu, ils vont apprendre en fonction des retours qu'on va leur faire. Donc, ils vont prendre des décisions et on va leur dire si c'est une bonne décision ou c'est une mauvaise décision. Alors, on peut leur dire si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision, ou on peut les faire évaluer ces décisions. Si l'objectif à atteindre, c'est vendre sur mon site internet, si à chaque fois qu'ils prennent une décision, ça n'aboutit jamais à la vente, ils vont considérer eux-mêmes que c'est une mauvaise décision. Donc, ils vont apprendre en disant cette décision-là, elle n'est pas bonne. Donc, je vais essayer d'apprendre au fur et à mesure. Pour apprendre, il faut disposer de données et avoir des feedbacks en quantité. La notion d'apprentissage est importante. Ça veut dire qu'un très bon algorithme peut avoir de très mauvais résultats si on le configure mal ou si on lui fait des mauvais retours. Il y a eu des expériences qui ont été faites par Google. Un de leurs algorithmes de deep learning, c'est la reconnaissance d'images. Donc aujourd'hui, vous allez sur Google, vous lui présentez une image, il est capable de la reconnaître. Il dit ça c'est un chien, ça c'est un camion, ça c'est un fruit. Et en fait, c'est un algorithme qui a appris. Donc, on lui a présenté des images et on lui a dit c'est un camion, c'est une voiture, c'est un chien. Et il a fini par apprendre comment reconnaître telle ou telle image. On a pris le même algorithme sur les mêmes machines et on l'a fait tourner en lui montrant les mêmes images, mais en lui répondant de façon fausse. On lui a présenté un camion, on lui dit c'est un chien. On lui a présenté une voiture, on lui dit ça c'est une cerise. Et à l'arrivée, le même algorithme, les mêmes machines, les mêmes images, mais avec des réponses différentes, il est devenu totalement idiot et on n'a rien pu en faire. Voilà. Donc l'algorithme est dépendant de sa vie, de ce qu'il a rencontré. Et plus il rencontre de données, plus il est capable d'apprendre. Donc c'est des algorithmes qu'on va commencer à utiliser dès qu'on a des volumes de données importants. C'est pas magique. S'il n'y a pas de données, s'il n'y a pas de feedback, il n'apprendra pas et il ne fera rien d'intéressant. Un des exemples d'algorithmes qu'on utilise dans Data Driven Marketing, c'est ce qu'on appelle le lookalike. Donc le lookalike, c'est à partir d'une population préexistante, les consommateurs, voilà, la population des consommateurs français, d'en prendre une petite partie, par exemple mes clients, et demander à l'algorithme de dire, voilà, parmi l'ensemble des consommateurs, identifie-moi des consommateurs qui auraient le même comportement. Donc, le même comportement, sous-entendu, qui achètent chez moi, qui achèteraient chez moi. Donc, il va pouvoir définir une première cible en disant, alors, il va nous définir une cible, il va nous définir des profils, mais pas des profils types. Il va dire, ce cookie, cet email ou ce SMS sont des profils intéressants. Mais il ne va pas nous dire pourquoi. Pourquoi il ne nous dit pas pourquoi? Tout simplement parce que peut-être qu'il va définir plusieurs cibles. Si j'ai des clients, et j'ai des clients pour plusieurs raisons. 2 clients ne sont pas forcément clients de mes produits pour les mêmes raisons. Donc, ce n'est pas des cibles moyennes. Donc, on va travailler vraiment, là, l'algorithme va travailler de façon globale et va dire, je te conseille d'acheter sur telle ou telle personne. Il ne va pas nous dire pourquoi. On a une seule chose à faire, c'est lui faire confiance et vérifier que ça fonctionne. Même lui est incapable, à l'arrivée, il n'est pas capable d'exporter cette donnée. Il ne sait pas pourquoi il l'a prise. Si on s'intéresse un peu à l'individu, on a vu qu'on travaille beaucoup de données, des données personnelles, à savoir que dans les DMP, souvent, les données personnelles ne sont pas présentes. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que les DMP vont être un lien entre les différents outils. Les données d'activation, les emails, les SMS, restent disséminées dans ces différentes solutions, mais ne sont pas présentes dans la solution centrale. C'est une des façons aussi de respecter ce qu'on appelle l'isolement ou les silos au niveau de réglementation. On a 2 grands textes fondateurs sur les sujets de données personnelles en France. Donc la CNIL, historique, 78. Donc autant dire que le marketing direct, le marketing digital à l'époque, on en parlait peu, même pas du tout. Donc voilà, la CNIL, et plus récemment, donc ça sera appliqué en 2018, on a une loi européenne qui s'appliquera de fait, sans retranscription en droit français. C'est une des premières lois qui a été écrite qui s'applique sans retranscription en France. Alors, que disent ces lois? On parle de données personnelles. Alors, effectivement, le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse, tout ceci, on a l'habitude de considérer comme des données personnelles. Ce qu'on dit aussi maintenant, c'est que le cookie est une donnée personnelle.
Aujourd'hui, dire que le cookie n'est pas une donnée personnelle, c'est retoqué par la CNIL. La CNIL considère, et l'Europe de la même, que du moment que le cookie, on peut le lier à des données personnelles, c'est une donnée au pire semi-personnelle, au mieux personnelle, comme on le faisait avec les IP il y a quelques années. Encore une fois, on ne parle pas de cookies en sens technique, on parle vraiment de cookies au sens CNIL, donc toute information permettant d'identifier un individu. Les fingerprinting, les terminal ID sont considérés comme des cookies par la CNIL. Et les traitements à données personnelles. Donc quand on utilise des données personnelles, on doit déclarer à la CNIL quelles sont les données qu'on va collecter et pourquoi on va le collecter. Pourquoi on les collecte et comment on les traite. Ça, c'est des obligations réglementaires qui sont en ce moment en train d'être enrichies par informer l'internaute et de ses droits. Alors, quand on collecte un email, on a la fameuse case opt-in, ce qu'on appelle opt-in. Donc, êtes-vous d'accord pour la collecte de votre donnée et l'exploitation par des partenaires? C'est ce qu'on va appeler l'opt-in. C'est naturel, c'est facile à comprendre. Quand on parle de cookies, c'est un peu plus compliqué. C'est comment on informe l'internaute qu'on va lui déposer un cookie et qu'on va l'utiliser et pourquoi on va l'utiliser. Et en plus, on a une obligation technique et la précaution, c'est-à-dire qu'on doit faire tout pour protéger ces données, donc les rendre inaccessibles et sécurisées. C'est pour ça qu'en général, on ne les stocke pas dans les données, on ne les stocke pas de façon centralisée. Pour le cookie, alors on le voit apparaître de plus en plus, maintenant quasiment partout, le fameux bandeau, attention, ce site va déposer un cookie, et on dit pourquoi on doit déposer un cookie. Alors ce qui est important de savoir sur ces bandeaux, c'est que c'est ici qu'on met la finalité, c'est-à-dire on explique à l'internaute pourquoi on lui dépose un cookie. C'est aussi ici qu'on lui donne la possibilité de s'opposer à la dépose ou à l'exploitation des cookies et des données collectées via ce cookie. Et attention, le bandeau ne doit pas disparaître de lui-même. Pareil, c'est une solution qui est retoquée systématiquement par la CNIL. Et donc le bandeau doit être présent. Et tant qu'il n'y a pas une action de l'internaute, soit pour le faire disparaître, soit pour continuer la visite, le bandeau doit être présent. Et on va lui donner la possibilité de s'opposer. Donc de s'opposer soit à la dépose de cookies, il peut ne pas naviguer sur le site, mais on peut aussi, on doit lui proposer la possibilité de s'opposer au traitement de ces données. Et de façon thématique, c'est-à-dire, OK, je veux bien des cookies de session, je veux bien des cookies qui vous permettent de comprendre comment fonctionnent les internautes sur votre site. Par contre, je ne veux pas de données qui sont de cookies qui sont liés à l'exploitation de mes données pour des raisons publicitaires. Donc ça, c'est des informations. Il doit pouvoir s'opposer différemment à chaque thème. Ce sont des notions qui sont renforcées dans la directive européenne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les sites sont en train un peu en marche forcée de se mettre aux normes sur ce sujet-là. Le VRM, alors c'est un concept qui est de plus en plus répandu aux États-Unis, qu'on commence à voir apparaître en Europe. Le VRM, c'est le pendant du CRM. Dans un CRM, donc c'est l'entreprise qui a la main sur les données, qui va maintenir et exploiter ces données. Dans le VRM, c'est le contraire. On va donner la possibilité à l'internaute, à l'individu, de savoir ce qu'on sait sur lui et de maîtriser cette donnée, de l'effacer, de la compléter ou de s'opposer à son utilisation. Donc c'est un concept qui a été mis en place par Harvard. Voilà les différents points qui sont traités donc, dans un VRM. Alors, le VRM le plus connu, le plus complet, mais peut-être le moins connu, c'est celui de Google. En fait, Google est typiquement dans cette démarche-là et va... déjà, la première règle, c'est la transparence. Donc, on dit ce qu'on fait avec les données. Donc ça, c'est la première capture d'écran de la page. Si on va plus loin, ils sont très transparents. Ça, c'est la totalité de la page. J'ai jamais pu la finir. C'est l'ensemble des traitements qui vont appliquer à vos données pour en faire quelque chose. Donc là, c'est la transparence. Ensuite, c'est la capacité de s'opposer. Donc vous pouvez effectivement, via l'outil de Google VRM, connaître les informations personnelles, nominatives, qu'il a sur lui, donc les dates de naissance, les adresses, différentes adresses, les téléphones. Et vous allez jusqu'à ce qu'ils appellent leur activité. Donc, par exemple, c'est votre parcours de navigation. Toutes les navigations qu'il a pu collecter sur vous, il vous les met à disposition. Et vous pouvez décider, thématique par thématique ou canal par canal, d'exploiter ou de ne pas de rendre exploitable ou non ces données par Google. Une des cases que je n'ai pas dû mettre ici, c'est
C'est la première, donc diffusion des annonceurs Google à plus de 2 millions de partenaires. Donc si vous laissez activer, c'est que par défaut, c'est qu'ils s'autorisent à diffuser cette information auprès de 2 millions de clients. À peu près tout l'écosystème digital. Voilà. Google est clairement dans cette démarche, donc tout est paramétrable dans l'outil de Google. Un des VRM français auquel j'ai participé, qui est pour l'instant anecdotique, c'est le VRM de Mediapost Communication, qui est une filiale digitale de La Poste, qui eux aussi sont dans ce type de démarche, donc mettent à disposition des données. Et voilà la forme que ça prend, donc les pages sont un peu moins longues, c'est ils vont vous fournir l'ensemble des données nominatives et les différents canaux d'activation ou non des données, donc en vertical, donc sur les thématiques et sur les différents canaux, ce qu'on voit en bas à gauche. Plus vite que prévu. Vous avez des questions ? Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Pascal, fondateur de la startup Taio. Donc j'avais deux questions. C'est quelles sont les sources de données que vous récoltez? Est-ce que c'est plus de mobile ou du desktop? Et ensuite, sur ces données que vous récupérez, ou plutôt sur le nombre de visites qu'il y a, quels sont le pourcentage de données bloquées en fait, que vous n'arrivez pas à avoir? Alors, sur le type de données, mobile ou desktop, aujourd'hui, les deux sources de données sont exploitées. Historiquement plutôt desktop, mais voilà, avec les DMP mobiles aujourd'hui, on n'a aucun souci pour le faire et c'est fait sans problème. On a un souci, c'est la réconciliation des deux univers. Aujourd'hui, on a un univers desktop qui est clairement identifié, un univers mobile qui est clairement identifié. En revanche, la communication entre les deux univers, c'est quelque chose qui est assez difficile et qui est mal fait aujourd'hui. Donc c'est un des sujets de R&D dans beaucoup d'organisations aujourd'hui. Et en ce qui concerne le reach, donc alors, c'est pas le reach, la donnée bloquée, aujourd'hui, c'est assez faible. On a plusieurs façons de bloquer. Alors, les VRM sont extrêmement peu utilisés en France. Donc, même si vous en avez aujourd'hui, peu d'individus vont aller s'opposer à ces données-là. On a deux grandes façons de le faire. La première, c'est historique, c'est en configurant son navigateur. On peut directement dire dans le navigateur s'opposer à l'utilisation des données par le cookie. Je suis en train de chercher le terme, mais voilà. Et la deuxième façon, c'est les adblocks. Alors, l'adblock va intervenir à deux niveaux, soit en n'appelant pas les trackers qui permettent de bloquer, qui permettent de collecter, soit en bloquant la publicité elle-même. Alors, dans le data-driven, souvent, le tracker va être appelé. Il est mal identifié aujourd'hui par les adblocks, donc la donnée est quand même collectée. En revanche, elle ne va pas être exploitée pour le push de données d'affichage publicitaire. Par contre, elle peut être exploitée par exemple, pour l'envoi d'email, que l'adblock n'intervient plus. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour. Est-ce que vous avez des outils à conseiller pour faire tout ce que vous venez d'expliquer? Oui. Alors, si j'arrive. C'est vraiment les DMP. Alors, les DMP, alors, la présentation va être disponible. Je l'ai retrouvée. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec une DMP? Je suis désolé, elle est trop loin. Deux types de DMP, donc les DMP publicitaires, si vous ne voulez faire que de l'achat publicitaire RTB, donc aux enchères, les DMP publicitaires vont suffire. Si en revanche vous voulez aller jusqu'à l'exploitation des données CRM, là effectivement il vous faut une DMP marketing. Aujourd'hui, alors on est censé pas faire trop de publicité, mais aujourd'hui le marché de la DMP c'est un marché qui est historique, qui s'est concentré sur les gros acteurs de médias. Donc on est sur des budgets assez élevés. Je ne sais pas comment on passe en présentation.
Voilà. Aujourd'hui, vous êtes un groupe de presse, un projet d'AMP, c'est 500 000 euros la première année. C'est à peu près les métriques. Aujourd'hui, on a des solutions qui se veulent beaucoup plus accessibles. Alors, Squad Data est une des solutions. Il y a des solutions comme MyCasi ou Cabestan, les DMP Cabestan, qui se veulent plus accessibles. On va parler de budget à peu près de 50 000 euros par an sur ces solutions-là. Donc voilà, il faut quand même des volumes intéressants. Ce qui est important avec une DMP, c'est d'y aller step by step. Il ne faut pas avoir des scénarios trop compliqués en tête tout de suite. Il faut les avoir quelque part dans un coin de la tête. Il ne faut pas vouloir les mettre en place tout de suite. Il faut vraiment y aller progressivement. On apprend vraiment en marchant avec les DMP. Bonjour. Donc, ce que vous dites, c'est que le profil client type pour du data management platform, c'est du grand groupe qui a énormément de données sur ses clients et qui déjà rien que le budget, déjà voilà, c'est. Alors oui, jusqu'à présent, c'était ça. Voilà, moi, ça m'arrive d'intervenir effectivement dans des grands groupes médias. Ils savent très bien qu'en démarrant des projets d'AMP, ils vont s'attaquer à des budgets importants. 2016, c'est l'apparition justement de DMP beaucoup plus accessibles, de solutions beaucoup plus accessibles. Nous, aujourd'hui, alors, encore une fois, chez Squad Data, voilà, on a signé des clients qui font plusieurs millions de visites par mois, et qui vont avoir des budgets DMP de l'ordre de 1 000 ou 2 000 euros, pas plus. Voilà. Par contre, effectivement, leur idée, ce n'est pas non plus de couvrir l'ensemble des scénarios possibles dans une DMP. Voilà, on a des solutions aujourd'hui qui s'adaptent aux objectifs des clients. D'accord. Y a-t-il une dernière question ? Bonjour. Avez-vous pas peur que sur le moyen court terme, les utilisateurs de plus en plus soucieux de leurs données personnelles finissent par bloquer au même titre que la publicité tout usage de données personnelles? C'est une possibilité. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que l'objectif de ce type de marketing, c'est aussi de diminuer grandement la pression publicitaire. Pourquoi aujourd'hui on a l'apparition des adblocks et un fort taux de pénétration? Oui, on a une pression publicitaire sur les sites qui est beaucoup trop grande. Aujourd'hui, on a certains sites où on a énormément de publicité. J'ai audité un site l'autre jour, on était à 191 appels de tag sur la même page. C'est beaucoup trop. Il ne faut pas se leurrer. C'est normal qu'on ait des adblockers dans ces cas-là. Avec des solutions comme ça, l'idée, c'est peut-être de dépenser plus d'énergie par individu, mais d'avoir une pression marketing beaucoup plus précise et beaucoup plus limitée. Donc, c'est quelque chose qui, en tout cas sur le papier, se vaut vertueux. Après, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Bonjour, je m'appelle Siam et je suis de l'entreprise Calliope et je voulais juste vous poser une question. Vous avez dit que les objectifs, ce sont prédire le comportement des internautes, personnaliser le message, adapter la communication sur tous les points de contact. Et je voulais savoir si pour vous, c'était pertinent de coupler ça à de l'automatisation des tâches marketing et d'utiliser des logiciels de marketing automation. Oui, effectivement, le marketing automation, c'est aussi un sujet, donc 2016, où on en parle énormément. Le marketing automation va essentiellement se concentrer sur les données CRM. C'est-à-dire, je connais l'individu et il s'est connecté. On peut utiliser DMP en complément d'automation pour effectivement l'aider à identifier des individus. Donc typiquement le scénario de CRM onboarding, parfois au lieu de pousser l'information dans le CRM, on va la pousser dans l'outil d'automation en lui disant cet individu qui est sur son site, il est connu de ton CRM, vas-y, opère toi-même les campagnes. Donc là, la DMP est vraiment un lien entre les différents outils. Mais effectivement, après on va retrouver à peu près les mêmes principes, l'adaptation, l'hyper-personnalisation du message, on va retrouver les mêmes principes que dans l'automation. Y a-t-il une autre question ? Bonjour,
Ma question, c'est quels sont les prérequis entre guillemets techniques, technologiques, physiques à mettre en place pour arriver à exploiter correctement un DMP? Est-ce que vous parlez de big data très rapidement? Enfin, vous l'évoquez, mais... Alors, on a deux grands types de DMP. Alors, j'abandonne la partie publicitaire et marketing, mais plutôt, on va avoir les DMP en mode SaaS et les DMP en mode embed, donc embarqué chez soi. Aujourd'hui, alors, on a des groupes qui vont nous dire « Non, non, moi, la donnée, elle est chez moi, elle est maîtrisée, elle est sur mes serveurs ». Sachez que c'est extrêmement compliqué, effectivement, d'héberger une DMP. Il faut des compétences particulières, il faut des serveurs particuliers, des admin systèmes particuliers. Effectivement, on parle de big data. Donc, c'est des clusters de serveurs, c'est des grands groupes de serveurs. On a aujourd'hui quelques groupes qui se lancent dans ces solutions-là. On a encore aujourd'hui, moi j'ai certains de mes clients qui me disent non, moi je veux ma DMP propriétaire, je veux être propriétaire des codes sources, j'ai un métier particulier, je veux concevoir ma propre DMP. Là, on va parler de budget de plusieurs millions d'euros. Ouais, c'est ça. Sur les DMP embarqués, en termes de licence, on va être à entre 200 et 300 000 euros. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on a les DMP en mode SaaS qui sont de plus en plus présentes sur le marché, avec des contraintes. Effectivement, vous n'avez pas accès à la donnée en direct, vous êtes obligé de passer par l'outil. Après, il peut aussi y avoir des contraintes budgétaires, c'est-à-dire l'accès à la donnée peut être payant ou non. Voilà. Mais c'est des budgets qui sont beaucoup plus accessibles. Pourquoi? Parce qu'on mutualise les ressources d'hébergement, les compétences, les maintiens du logiciel en production.